Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu, nous nous rendons cette semaine dans la communauté atikamekw de Manawan. Bonjour Catherine. En effet, nous y rencontrons Manon Ottawa, une dynamique arrière-grand-mère qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement. Toujours entourée d'enfants, elle-même garde de ses propres jeunes années le souvenir ébloui d'une immense liberté. Bien plus tard, en 2010, son père lui demande de retrouver la trace de son petit frère, l'oncle de Manon, disparu dans les années 50. Encore bébé, le petit Maxime avait été retiré de la communauté pour être hospitalisé et n'est jamais revenu parmi les siens. Au terme de longues années de recherche, Manon a fini par localiser sa dépouille et espère maintenant faire rapatrier le petit Maxime chez lui, à Manawan. Manon Ottawa évoque aussi la mémoire de sa nièce, Joyce Echaquan, décédée dans des conditions effroyables à l'hôpital de Joliette il y a maintenant 4 ans. Ayant vécu ces deux épreuves, notre invitée comprend bien la méfiance que le système hospitalier peut inspirer à certains Autochtones. Elle choisit cependant de ne pas sombrer dans la colère et s'appuie sur sa spiritualité pour continuer de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Manon Ottawa, Kimiro Matsina. Oui, numéro Matsina. Manon, comment aimerais-tu te présenter aux gens qui nous écoutent? Moi, je m'appelle Manon Ottawa. Je suis de la nation atikamekw de Manawan. Je suis mère de famille de 7 enfants, grand-maman de 18 petits-enfants et arrière-grand-maman de 2 arrière-petits-enfants. J'ai travaillé dans l'éducation, 15 ans à l'école de Simon Benechiche, Ottawa, comme enseignante à la maternelle 5 ans. Ensuite, j'ai été éducatrice au CPE. C'était pendant 9 ans. Mais j'ai toujours été entourée d'enfants. Puis encore... à ce jour. À ce jour, oui. Tu as grandi à Manawan. Tes souvenirs de tes premières années de vie, c'est quoi? Je me souviens qu'on était libre, on sortait puis on rentrait à la maison. Chaque fois qu'on voulait, des fois on s'en allait jouer avec des amis. On s'en allait se baigner durant l'hiver, durant l'été. Puis durant l'hiver, on glissait ici dans la côte, là, ouais. oui. On était libre puis... Ça devait glisser... assez vite, oui. C'est une bonne côte quand même. oui, on aimait ça. Puis, moi, dans mon temps, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas encore de courant là, quand moi j'étais jeune. Fait que la télévision, nous autres, on ne connaît pas ça. Ah oui, l'électricité est arrivée seulement dans les années 80. En même temps que le chemin de Manawan a été ouvert? Non. Après? Après. Ah oui? Mon père, il a été chef en 1978. Puis c'est par après que le courant est rentré à Manawan. Pendant le mandat de ton père? Oui, mais c'était déjà travaillé là, avant son mandat. Ah oui? Puis toi, Manon, tu es de la dernière génération qui est allée au pensionnat. Oui. Moi, j'ai quitté Manawan à 13 ans pour aller dans un pensionnat. En fait, moi, je trouvais ça normal que je parte de Manawan parce que toutes les autres, ils le faisaient. Moi, je suis la 2e génération de la famille à avoir été au pensionnat. Mes parents sont allés, puis moi. Nous autres, on a arrêté d'aller au pensionnat en 85. 85, oui. Mais en revanche, on s'en allait à Joliette, puis on habitait dans des familles québécoises. Après 1985, ouais. c'est ça? Après le pensionnat.
après le pensionnat, oui. Et donc, tu es restée au pensionnat jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans. Et après, tu étais à Joliette dans une famille d'accueil, finalement? Oui. Et tu revenais à Manawan tous les combien de temps? Toutes les fins de semaine. OK. Puis, à un moment donné, pendant qu'on était au pensionnat, je rapportais souvent à mon père qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis à un moment donné, il y a une délégation de chefs de Obidjouan, de Montaché, de Manawan, puis le président. Dans ce temps-là, c'était le président du CNA. Dans ce temps-là, c'était le président, mais c'est comme le grand chef aujourd'hui. Ils sont arrivés à l'improviste. Ils ne se sont pas annoncés. On nous a rassemblés dans une grande salle, puis ils nous demandaient qu'est-ce qu'on vivait, comment est-ce qu'on vivait dans le pensionnat. Puis nous autres, on disait tout ce qui se passait là-bas. Ça, c'est en quelle année, Manon? En 85, 84. OK, juste avant que... Oui. On vivait des affaires, mettons, quand il y avait une étudiante qui n'allait pas à son cours, il était privé de souper. Mettons, il était privé de souper pour 5 jours, comme ça. Puis nous autres, ce qu'on faisait, on ramassait des biscuits soda, puis on s'en allait donner à celui qui était en punition. Des fois, il faisait des copies, 2-3 pages de dictionnaire à copier, puis je le faisais avec celui qui devait le copier. Moi aussi, je le faisais pour elle, je l'aidais, oui. Puis, je rapportais ça à mon père. C'était pas normal là, pour moi que ça soit de même. Oui. Puis, il nous avait demandé qu'est-ce que vous voulez pour Manawan, qu'est-ce que vous voulez pour Obidjouan puis Montaché. Nous autres, on avait dit qu'il y ait une école secondaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont entamé des démarches là, pour avoir le secondaire. Donc, c'est l'école au tapis, dans le fond. Oui. Manon, tu as pris la parole publiquement plusieurs fois pour parler, entre autres, des enfants autochtones disparus dans les années 50, 60, 70, après avoir été soignés dans les hôpitaux du Québec. Il y a des familles autochtones qui cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé avec ces enfants disparus. On parle de près de 200 enfants dont on aurait perdu la trace. Et dans ta famille, Manon, c'est bébé Maxime qui aurait été perdu comme ça dans les années 50. Est-ce que tu pourrais nous raconter? Mon père, lui, il est décédé en 2010. Une semaine avant son décès, il m'avait donné comme mission de retracer son petit frère. Parce que lui, il avait 9 ans quand il a vu son petit frère partir en avion. Il n'est jamais revenu à Manawan. Quand j'ai commencé à faire des recherches, je ne savais pas quoi faire. Et que j'ai commencé à aller voir mes tantes pour leur demander si les autres ils se souviennent de ce qui s'est passé. Une de mes tantes, elle disait, je ne m'en rappelle pas parce que moi j'avais 10 ans. Puis la plus vieille, elle dit, je me souviens même peu de mon petit frère. Parce qu'elle avait déjà des enfants quand son petit frère aîné avait déjà sa maison à elle. Elle était partie, oui, c'est ça. J'étais comme très découragée parce que je l'avais promis que j'allais le faire, mais... Après ça, j'ai appelé des aînés. Puis les autres, ils se rappelaient de ma grand-mère avec son dernier-né. Puis ils disaient qu'il avait été envoyé en avion là, parce qu'il était malade. Il faisait beaucoup d'examens et tout ça. Mais les autres, ils disaient... Ils l'ont envoyé à Amos. Puis dans ce temps-là, on ne pouvait pas avoir de dossier médical. Ils disaient qu'il fallait que ce soit la mère ou le père qui demandait le dossier médical. Donc là, on est en 2011, 2012 à peu près? 2013. 2013. Après ça, je
On est allé fouiller au presbytère là, dans le registre. Puis là encore, bébé Maxime n'était pas dans la liste. Il ne figurait pas dans le registre de Manoine. À un moment donné, il y a mon cousin qui me dit « J'ai trouvé un certificat de baptême de bébé Maxime. » Il était dans le registre de Wimontachi. Ah oui? Ouais, fait que, il me l'a envoyé. J'étais contente d'avoir la preuve que, oui, bébé Maxime, il a vraiment existé. Et à un moment donné, en 2015, je pense, il y a eu une émission de Anne Panasouk sur les enfants de Pakoshibi, les Inuits, qui ont vécu la même affaire que ce que ma grand-mère a vécu. Je l'ai contacté. Moi, j'avais comme idée que bébé Maxime a été envoyé à Amos. Après ça, on a commencé à avoir des soutiens de NFADA et tout ça. Ah oui, donc la commission d'enquête. Oui. Ouais, sur les femmes... disparues. Sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Ouais. Ils ont monté une équipe là, à les Cliffs. Les autres, ils ont fait quelques recherches pour avoir les dossiers, mais encore là, ils ne pouvaient pas accéder au dossier médical des enfants. Parce que c'était seulement les parents qui pouvaient le faire. Ouais. Puis les parents étaient morts. Et après ça, il y a eu une loi 79 qui a sorti. Puis la loi consiste à aller chercher des dossiers médicaux dans les institutions hospitalières, puis aussi dans les congrégations religieuses. Et maintenant, la famille élargie peut le faire, c'est-à-dire même les nièces, les neveux, les frères et sœurs, s'ils sont encore en vie, c'est ça? Oui, les autres, ils peuvent le faire. Il y a eu une équipe qui a été montée. Les autres, ils font des recherches. La direction des soutiens aux familles. Avec l'association aussi qui a été montée, oui. On a comme 2 soutiens. La direction des soutiens aux familles, puis Awashak, qui nous aide beaucoup dans la quête des réponses. Parce que ma grand-mère, elle a attendu 2 ans. Elle a guetté l'avion. À chaque fois que l'avion y arrivait, il s'en allait vers l'avion pour voir si son bébé était revenu. Pendant 2 ans de temps. Entre-temps, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de coup de téléphone, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il y avait un téléphone, mais seulement pour... au presbytère. Oui. Le curé est allé dire à ma grand-mère 2 ans après que son bébé était décédé. 2 ans après? 2 ans après. Sans qu'on ramène la dépouille, sans qu'il y ait quoi que ce soit? Non, rien. On a pu avoir accès au dossier médical, puis au dossier de où est-ce que le bébé a été inhumé. Donc il y a eu un certificat d'inhumation du bébé? Oui. Et là, il était où? Finalement, ils l'avaient amené à l'Attique. Puis de l'Attique, ils l'ont transféré à Québec. Il est resté là pendant 43 jours avant son décès. Et vous l'avez appris 2 ans après? Oui, ma grand-mère, oui. Mais elle ne savait pas où est-ce qu'il avait été amené. Elle a juste appris qu'il était décédé sans savoir le parcours que bébé Maxime avait fait, dans le fond. Et est-ce qu'il y avait une cause de décès sur le certificat d'inhumation? Oui, en fait, Maxime, il avait des plaies au niveau du visage, au niveau de la tête, au niveau du dos. Il faisait de l'examen surinfecté, là, qui disait. Dans le certificat de décès, ça ne parle pas d'autopsie. Mais, dernièrement, ils ont retracé un dossier médical qui était dans une congrégation religieuse, là, les Augustines de Québec. Oui, à Québec, oui. Les autres avaient archivé des dossiers parce que l'hôpital où est-ce qu'il était, il y a eu un incendie. Quasiment tous les dossiers ont été brûlés. Mais les autres, ils ont récupéré ce qui n'avait pas été brûlé, puis ils l'ont archivé. Puis c'est là qu'ils ont trouvé le dossier médical de Maxime. Dans ça, il y avait un rapport d'autopsie. Ça dit qu'il y avait eu une
septicémie. C'est une infection au sang, puis les plaies qui allaient jusqu'aux os. Maxime disait qu'il avait été très malade. Les dernières semaines, là, il ne pouvait plus manger, puis, selon le dossier médical. Et puis, on a trouvé le US qui a été inhumé. Il avait été enterré dans une fosse commune au cimetière Saint-Charles, à Québec. C'était dans une fosse commune, mais dans le lot, il y avait comme 5 corps empilés l'un par-dessus l'autre. Fait que là, en ce moment, on est dans une période où est-ce qu'on fait une demande d'exhumation pour ramener le corps ici, ramener bébé Maxime à la maison. Ah oui. Puis là, ils vont faire une test d'ADN. Ah oui, c'est ça. Oui. Pour confirmer. Ouais. Est-ce que ça a apporté une certaine paix à votre famille? Oui, moi, ça m'a apporté une paix parce que des questions qui me trottaient tout le temps dans la tête depuis que mon père m'a parlé de... Parce qu'avant ça, je ne savais rien de bébé Maxime. Puis ça a travaillé beaucoup dans mon... les questionnements que lui, il m'avait donné, mais je les transmettais à mes enfants. Ça fait que si moi, j'avais pas été capable de trouver les réponses, mais ça aurait été mes enfants qui continuaient pour faire des recherches. Ouais. Mais le bébé était seul là, quand il partait parce que les parents, ils n'avaient pas le droit d'accompagner leur enfant. Est-ce que le fait de collaborer justement avec l'association Awashak, est-ce que ça apporte un baume pour toi, pour ta famille, le fait de rencontrer aussi d'autres personnes autochtones qui ont une histoire de famille un peu similaire? Est-ce que ça aide? Oui, ça aide parce que je me sentais seule. Je pensais qu'on était toutes seules à vivre. Fait que aujourd'hui, avec l'association, puis les autres ils peuvent nous soutenir, puis on peut soutenir d'autres parents aussi. Ben oui. Je suis comme membre fondateur de l'association. Oui. Avant ça, on se disait le groupe des familles des enfants disparus. Puis après ça, il y a l'association qui a été formée pour Awashak. Awashak, c'est les petits êtres de lumière. Puis ça, c'est une histoire qui s'est passée dans plusieurs communautés autochtones, que les enfants soient emmenés à l'hôpital, puis ils reviennent jamais, puis c'est difficile de savoir ce qui leur est arrivé. Oui, juste dans la nation Atikamekw, il y a eu 48 enfants, mais il y a encore beaucoup de familles qui rapportent que sa grand-mère, son enfant, il avait été amené, puis il n'a jamais été retourné. Puis à Manoan, il y a 29 enfants disparus. 29 enfants. Il y a encore là, il y a encore des parents, des familles qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont vécu la même affaire. Maintenant, Ottawa, on enregistre cette entrevue à Manawan. On est quelques mois avant le 4e anniversaire du décès de Joyce Echaquan, qui était ta nièce et qui est décédée à l'hôpital de Joliette dans les conditions affreuses qu'on connaît. Joyce et toi étiez très proches. Je l'ai vu grandir, puis il se tenait avec mes enfants. Ça nous a beaucoup... avait mal de son décès. Est-ce que ça a suscité une méfiance encore plus grande envers les institutions? Il y avait déjà l'histoire des enfants malades qui ont été emmenés à l'hôpital et qui ne sont jamais revenus dans la génération d'avant. La Joyce qui meurt dans ces conditions atroces à l'hôpital de Joliette. Est-ce que, quand on est à Atikamekw de Manawan, on y pense à 2 fois avant d'aller à l'hôpital? Oui. Pour ma part, oui.
Des fois, quand je suis malade, j'essaie de me soigner, tu sais, je ne veux pas tout de suite aller consulter parce que je ne veux pas aller à Joliette. Souvent, quand j'arrive à Joliette, là, à l'hôpital, là, j'ai des doutes des fois des médecins. Tu sais, il faut tout le temps que je refasse un deuxième avis. Et 4 ans après le décès de Joyce, quand tu penses à elle, qu'est-ce qui vient spontanément en tête comme souvenir? Ben, je le vois souvent avec ces derniers moments, là, ces cris des appels à l'aide. Puis, quand je pense à elle, c'est ça que je vois. J'arrive pas à me projeter avant son décès. Quand je pense à elle, là, c'est son appel à l'aide que je vois. Si elle n'avait pas été à l'urgence à l'hôpital, elle ne serait pas morte. Elle serait restée avec ses enfants, mais elle était malade, mais elle n'a pas été soignée comme elle devait être soignée. Est-ce que son décès a changé des choses? Ben, oui, à l'hôpital, ils ont engagé des personnes, des Atikamekw, là, pour la sécurisation culturelle. Mais encore là, des gens qui ont peur d'aller consulter à la Joliette. Ça prend du temps pour bâtir la confiance. Oui, ça prend du temps, oui. Manon, on a abordé au fil de l'entrevue plusieurs défis que tu as rencontrés dans ta vie. Ta résilience, elle tient assurément à plusieurs choses. Elle prend sa racine dans plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'elle s'enracine beaucoup dans ta foi. Puis la plus grosse épreuve que j'ai eu à passer, c'est en 2022, quand ma petite fille est décédée d'une noyade. Je priais, puis c'est comme si je ressentais rien quand je priais. Puis je continue à prier, puis je commence à ressentir un peu. Parce que la douleur est toujours présente, mais avec la prière, ça apaise. À un moment donné, j'ai arrêté de prier. 1 an après le décès de ma petite fille, là, on dirait que j'ai comme arrêté de prier. Mais quand j'ai vu ça, je voyais, on dirait que ça allait mal, ça allait plus mal. Là, j'ai recommencé à prier, puis on dirait que ça comme apaisé, oui. Ça a apaisé, puis on dirait que le vent il tourne moins fort, il vente moins fort. La spiritualité autochtone, on ne connaît pas ça, nous autres, moi je ne connais pas ça. Ça, c'est une autre paire de manches là, sur les pensionnats qu'on a vécu. Parce que les pensionnats ont fait cette coupure-là avec la spiritualité traditionnelle. Oui. Et toi, tu n'es pas tentée de retourner vers la spiritualité traditionnelle? Oui, je fais les deux. Oui, ben, mettons, quand il y a un décès, il y a une cérémonie où on doit chausser la personne avec un mocassin, mais il faut une cérémonie la veille. Une cérémonie qui dure 2 heures, là, de 10 heures à minuit, pour préparer la personne, celui qui est décédé, pour un voyage. Mais avant le lever du soleil, il faut mettre des mocassins, leur mettre des mocassins pour qu'ils puissent partir. Oui. Oui. Ben, c'est une des cérémonies que moi, je voudrais que mes enfants fassent. Donc tu concilies sans problème les rites catholiques et puis les rites plus traditionnels comme les mocassins. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes petits-enfants? La spiritualité. Mais la spiritualité autochtone, traditionnelle aussi. J'aimerais que les autres puissent apprendre à s'approprier de la spiritualité atikamekw, mais aussi
la spiritualité catholique. Puis c'est complémentaire, les deux se complètent dans le fond. Oui. Manon Ottawa, Mishta Miigwech, vraiment. Mishta Miigwech, Manon. Oui. Ça fait plaisir. Nous remercions de tout cœur Manon Ottawa d'avoir bien voulu partager avec nous quelques-uns de ses souvenirs, de ses combats et de ses espoirs. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous restons en compagnie de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.